Bienvenue dans Direct Approach, un podcast bimensuel animé par Wayne Moorhead, qui vous apporte des analyses pertinentes, des perspectives inédites et des conseils concrets issus de vos pairs dirigeants de la vente directe pour stimuler la croissance et l'évolution de votre entreprise. Que se passe-t-il lorsqu'un ancien sceptique ose remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur la vente directe? Et une approche centrée sur le client peut-elle réellement transformer un modèle d'affaires mondial tout entier? Dans cet épisode, Wayne s'entretient avec Orjan Sela, jeune cofondateur de Zinzino, pour explorer comment une vision audacieuse, la défense juridique et une innovation sans relâche ont transformé le doute en une réussite de 200 millions de dollars. Préparez-vous à une conversation qui bouscule les conventions et met en avant la puissance d'une approche centrée sur le client. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Direct Approach de DSN. Je suis votre hôte, Wayne Moorhead. Et l'invité d'aujourd'hui a commencé sa carrière dans la vente directe en construisant l'une des plus grandes organisations de terrain d'Europe du Nord, avant de fonder avec sa femme une entreprise de vente directe florissante qui a généré 200 millions de dollars l'an dernier. Je suis ravi d'accueillir Orjan Sela, cofondateur de Zinzino. Orjan, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir ici. Comme je l'ai mentionné avant que nous commencions l'enregistrement, j'attendais vraiment avec impatience cette conversation. Je pense que tu as adopté une approche vraiment intéressante en matière de positionnement dans la vente directe. Donc, je suis impatient d'approfondir et de comprendre comment tout cela s'est mis en place. Avant de parler de Zinzino, pourrais-tu nous raconter un peu le parcours qui t'a mené à la vente directe? Eh bien, il n'y a pas vraiment eu de parcours à proprement parler. Je me souviens de deux moments clés. Le premier, c'était quand je travaillais au journal de mon père, en fait, et un peu aux archives. C'était à l'époque où nous avions encore des archives physiques et j'archivais des photos ainsi que différentes notes de mon père. Il était rédacteur en chef. Et puis, je travaillais aussi dans la chambre noire. Donc, je développais réellement des photos. Donc, c'était à l'époque où l'on utilisait encore des pellicules et c'était vraiment amusant. Et puis, quelqu'un m'a proposé un truc où il fallait soi-disant copier ces papiers et les envoyer à des gens. Et ensuite, tout le monde t'enverra 20 dollars en retour ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus des montants exacts. Et j'utilisais la photocopieuse du journal de mon père. Je préparais toutes les enveloppes, etc., sans avoir la moindre idée de ce que c'était. Puis mon père est venu la regarder et m'a dit ce que je faisais. Je lui ai simplement expliqué et il m'a dit, ça c'est une chaîne pyramidale, c'est quelque chose dans lequel tu ne dois pas t'impliquer. Et j'ai dû, pour être sûr, tout passer à la déchiqueteuse, etc. C'était fini. Pas de 20 dollars pour moi et j'avais 16 ans, donc un an plus tard. Je reçois une invitation de mon oncle en Suède qui avait déménagé là-bas et qui avait invité mon autre oncle, qui était en quelque sorte mon meilleur ami. Il a 5 ans de plus que moi, à venir à une réunion. Et nous avons traversé le pays et je me suis retrouvé à assister à une présentation sur des produits nutritionnels. Puis, ils sont venus au tableau et ont dessiné des cercles. Il y en avait un, puis le niveau suivant, et le tableau était rempli de cercles. Et c'est là que j'ai donné un coup de coude à mon oncle en lui disant, ça doit être un de ces systèmes pyramidaux dont mon père m'a mis en garde. Ce n'était pas un système pyramidal, mais j'étais très sceptique et 3 semaines plus tard, après avoir collé environ 280 post-it jaunes sur le mur, j'ai compris que le plan de rémunération d'Herbalif non seulement fonctionnait, mais qu'il serait une excellente opportunité d'affaires et c'est ainsi que j'ai rejoint Medford Marketing. C'est une histoire vraiment intéressante. C'est incroyable de voir combien d'entre nous ont une histoire similaire où nous arrivons avec certaines idées préconçues, mais une fois que nous regardons vraiment sous le capot et que nous découvrons le cœur et l'esprit de la vente directe, que nous voyons les vies transformées et les produits incroyables, eh bien, nous devenons de vrais convaincus très rapidement. Euh, L'une des choses dans votre histoire que j'ai trouvée si intéressante, c'est, je vous ai entendu dire qu'il vous a fallu que dans les premières années après votre arrivée, vous n'aviez inscrit soit personne, soit seulement une poignée de personnes, Ça, poignée de personnes. c'était personne et il y a plusieurs raisons à cela. Alors, l'un d'entre eux, donc je me suis inscrit à 17 ans, je venais d'avoir 18 ans, j'allais avoir 18 ans et
euh, euh, je me suis inscrit avec l'idée de prouver que ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est l'une des raisons. Mais la deuxième raison, c'est que ma mère, elle a été politicienne à plein temps toute ma vie à l'époque. Elle siégeait au Parlement en Norvège. Et puis, comme je l'ai dit, mon père était propriétaire d'un journal. Il l'est toujours. Et il en était le rédacteur en chef. Et il en était le plus grand propriétaire, pas majoritaire, mais le plus grand actionnaire, aujourd'hui encore dans ce journal. À l'époque, il en possédait un peu moins, juste pour que l'histoire soit exacte. Mais 3 semaines après que j'ai rejoint, j'ai fait la une du grand journal local et c'était ma mère, moi et mon père. Et puis, cela a été diffusé partout et nous avons eu 3 pages entières à l'intérieur sur le fait que j'étais dans une sorte de système pyramidal qui promouvait des produits qui n'étaient pas sains. Donc, c'était un peu comme ça que euh, j'y suis entré. Maintenant, je savais qu'il n'y avait rien d'illégal. Je savais que les produits étaient bons. Je savais que je pouvais les soutenir. Mais peut-être que j'étais trop jeune ou peut-être trop agressif ou peut-être que je ne comprenais pas bien ou peut-être que j'avais peur, mais je n'ai jamais réussi à recruter quelqu'un dans l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui payait. J'ai pu recruter des gens qui ne payaient pas. Donc, ils n'entraient pas avec des produits. Donc, pendant les 2 premières années de ma carrière, j'ai fini par seulement vendre des produits. C'est là-dessus que j'ai gagné un peu d'argent. Je dois dire que j'ai probablement perdu je ne sais pas combien, 15 000, 20 000, 30 000 euros, dollars au cours de mes 4 premières années. Maintenant, je ne suis pas resté longtemps chez Herbalife. C'était environ 2 ans. Ensuite, j'ai été recruté dans un autre réseau et dans celui-là, j'ai travaillé tout l'été. J'ai eu ma première vraie downline. J'ai touché mon premier vrai chèque de commission. Puis mes uplines ont un peu perdu les pédales. Ils n'arrêtaient pas de rejoindre de nouvelles entreprises. Alors ils m'ont recruté dans une troisième société. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai eu 17 personnes dans ma downline, 496 clients. Et après 1 an et 3000 heures passées à travailler en fait plus qu'à temps plein, je gagnais 69 dollars par mois. Et puis, ils ont rejoint une autre entreprise, puis encore une autre, et j'ai commencé à refuser de rejoindre d'autres sociétés. Parce que franchement, on ne peut pas s'attendre à construire une grande entreprise en quelques mois. Et j'ai dû abandonner cette philosophie que beaucoup de gens avaient, à savoir que tu t'inscris, tu fais adhérer quelques personnes, puis elles travaillent, et c'est comme ça que tu vas juste t'asseoir et gagner de l'argent, OK? Ce qui n'est pas du tout du business. Je veux dire, ça ne correspondait à aucun des livres que j'avais lus sur le business traditionnel. Donc, j'ai fini par être frustré. Donc, après ce chèque de 69 dollars, j'ai enfin eu mon revenu résiduel et j'ai arrêté. J'avais terminé, j'avais quitté le business 4 ans. Aucun revenu, seulement des dépenses. C'était très frustrant. Donc, je suis curieux, quel a été le déclic qui t'a fait passer du fait de ne pas parrainer beaucoup de personnes à celui de construire l'une des plus grandes organisations de toute l'Europe du Nord? Je, je pense que la différence, c'est la croyance, et il y a la croyance en l'opportunité. Il y a la croyance dans les gens, eux. Il y a la croyance en soi-même, eux. Il y a aussi une question de timing. Euh, qui est cela? Que te disent-elles? À quelle vitesse les autres avançaient-ils? C'est une croyance dans les produits, dans le plan de rémunération. Alors, quand mes oncles ont finalement trouvé une autre entreprise et qu'ils n'ont pas arrêté de m'appeler, au bout du 8e jour, j'ai cédé. J'avais dit non de tant de façons différentes que le 8e jour. J'ai dit, OK, on fait un marché. Si vous me placez en premier, avant que vous ne rejoigniez vous-même, parce que c'était une toute nouvelle entreprise en démarrage, alors vous pourrez vous inscrire sous moi. Et quand vous arrêterez, je n'aurai plus jamais à vous rejoindre, parce que je pourrai simplement continuer à facturer.
et ils m'ont mise au-dessus d'eux et euh, c'est comme ça que tout a commencé et littéralement dans les 3 premières semaines parce que j'étais tellement enthousiaste à propos de la différence entre cette entreprise et tout le reste avec lequel j'avais eu affaire. La différence, c'était pour que WIT, c'était quelque chose de nouveau que nous pouvions apporter sur le marché. C'était quelque chose qui me faisait me sentir différente. Avec le recul, je peux dire que même s'il n'y avait pas vraiment de différence, c'est moi qui avais changé et euh, la raison à cela venait en partie des personnes et en partie du fait que j'avais mal compris beaucoup de choses. Je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait, mais j'étais très enthousiaste. Cette fois-ci, je suis venu pour réellement construire une entreprise, pas simplement pour parrainer quelques personnes et voir si elles allaient la développer, mais pour bâtir l'entreprise moi-même et faire tout ce que je pouvais pour les aider à réussir. Donc, pendant les 3 premières semaines dans cette société, nous avons réussi à faire entrer 200, 300 personnes et j'ai touché un chèque de 10 000 $ par mois à 21 ans. Mes oncles gagnaient plus que moi, mais on devenait complètement fou avec l'entreprise. C'était ça la différence. Oh, c'est une histoire incroyable. Une fois que cette conviction s'installe et que la compréhension et l'expérience sont là, je pense que ça peut vraiment tout changer pour ceux qui développent des entreprises dans la vente directe. Donc, vous avez vu une opportunité, euh, lorsque vous avez créé Zinzino, de vraiment faire les choses différemment, d'adopter une approche un peu plus axée sur le client. Pouvez-vous partager un peu plus sur ce que vous avez perçu et où se trouvait l'espace inexploité? Oui. Donc, on est arrivé à 10 000 $ par mois, puis je me suis demandé combien cela aurait-il pu être? Comme 30 000, 40 000 $ par mois, quelque chose comme ça, une somme folle quand on a 22, 23 ans. Puis l'entreprise a fait l'objet d'une enquête policière. Ma mère travaillait au ministère de la Justice, à ce moment-là, dans sa carrière politique en tant qu'élue. Donc, elle était au comité de la justice, ou peu importe comment ils appelaient ça à l'époque, euh, il se trouve qu'elle est tombée sur l'affaire. Elle en a entendu parler par moi, puis quelqu'un lui en a parlé parce qu'il savait qu'elle utilisait les produits. Et ensuite, on lui a demandé d'envoyer une note à ce sujet, ce qu'elle a fait. Or, cette note s'est retrouvée sur un papier officiel du gouvernement parce que c'était ce qu'elle avait sous la main sur son bureau, qu'elle utilisait tout le temps. Et comme elle a fuité dans la presse, euh, j'ai eu droit à mon deuxième passage médiatique. Donc, pendant les 3 semaines suivantes, moi-même, l'entreprise, ma mère, les personnes liées à nous, on s'est retrouvés dans tous les journaux. Je parle de toute la presse locale, toute la presse nationale, Wow. tout, toutes les chaînes de télévision, tout. Je ne sais même pas combien d'interviews j'ai donné et ainsi de suite. Et cela m'a amené à passer environ 3 à 4 semaines dans le bureau d'un avocat à 23 ans avec les propriétaires de l'entreprise. J'étais juste un distributeur sur le terrain, mais il fallait gérer la situation. Et à la fin, nous sommes parvenus à un accord avec les enquêteurs, selon lequel il y avait quelques éléments à modifier pour que le modèle commercial soit totalement irréprochable. Donc, nous avons mené ce combat. Nous avons dû faire une pause d'une semaine, fermer l'entreprise pendant une semaine, puis nous avons recommencé. Et après cela, j'ai continué à bâtir une entreprise gigantesque. À 25 ans, je faisais 1 million d'euros par an, probablement bien plus, mais c'est la version officielle. Et en recrutant entre 50 000, 70 000 jusqu'à 99 000 personnes dans la downline. Lors de la meilleure année, et cela se passait entre la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande. Donc, la population totale est de 25 millions de personnes. Donc, c'est comme vivre dans... Quel serait l'État équivalent aux États-Unis? C'est comme vivre en Floride et recruter 99 000 personnes par an, rien qu'en Floride.
Voilà l'ampleur de l'activité. Nous avons réalisé plus de 100 millions de dollars US de chiffre d'affaires. Euh, Ça a vraiment très bien marché. Mais voici ce que j'ai remarqué. Nous avions 37 000 personnes actives sur la façon de commander au début d'une année, puis nous en avons ajouté 99 000. Et à la fin de cette année-là, nous n'en avions que 47 000, donc nous n'avons grandi que de 10 000. Et c'est à ce moment-là que je suis allé voir les beaux propriétaires de l'entreprise. Donc, même si nous étions en règle, selon la loi, de mon pays à ce moment-là, j'ai dit, ce n'est pas bon pour les gens parce que si je veux atteindre, disons, 100 000 actifs, il va falloir que je commence à faire entrer environ un demi-million de personnes. Je vais finir par manquer de gens. Ça ne fonctionne pas. Et quand on en arrive au point où l'on a parrainé 4% de la population et qu'on prend l'avion tout le temps à travers le pays, chaque fois que je montais à bord d'un avion, je descendais l'allée. Et il y avait des gens qui me regardaient et je ne savais pas s'ils m'avaient recommandé. Aux médias, est-ce qu'ils venaient juste de rejoindre l'entreprise ou ont-ils simplement quitté l'entreprise? Parce qu'avec 150 personnes dans un avion, si vous avez 4% de la population, il y aura 6 personnes dans cet avion qui, d'une manière ou d'une autre, vous connaissent pour une raison ou une autre, ou sont liés à quelqu'un qui vous connaît. Et j'ai trouvé cela très inconfortable d'être dans cette situation avec un taux d'échec qui était inacceptable. J'ai donc entamé un processus à double volet. L'un concernait les propriétaires de mon entreprise, l'autre concernait le domaine juridique, pour en fait faire adopter une loi en Norvège qui renforcerait la réglementation sur la façon de gérer une entreprise de marketing de réseau. Avec les propriétaires de l'entreprise, cela ne s'est pas très bien passé parce qu'ils aimaient plutôt le modèle en place, c'était facile pour eux, alors que nous voulions un modèle beaucoup plus centré sur le client. Puis, à travers une série d'événements sur lesquels nous n'avons malheureusement pas le temps de revenir en détail aujourd'hui, donc je vais faire court. Il s'est avéré qu'en faisant du lobbying auprès de l'association de vente directe, moi-même et d'autres personnes qui souhaitaient un changement de la loi, nous avons réussi à faire adopter une loi en Norvège. C'était en fait la première loi qui reconnaissait qu'une entreprise de marketing de réseau ne serait légale, c'est-à-dire qu'elle ne serait considérée comme du marketing de réseau que si la majorité de tout ce qui générait des commissions provenait d'un client achetant un produit qui n'était pas lié au plan de rémunération. Ainsi, le modèle de consommation interne devait disparaître. Je militais pour que ce chiffre soit supérieur à 90%. Finalement, il a été décidé que le minimum serait de 51%. Donc, si moins de 51% des commissions versées provenaient de clients, cela devenait illégal. Si ce pourcentage était supérieur, alors cela pouvait être légal. Mais cela ne signifiait pas pour autant que vous étiez légal. Mais je poussais pour que ce seuil soit bien plus élevé, non pas pour une autre raison, mais simplement parce que je pensais sincèrement que ce serait mieux pour mes équipes. Ainsi, mes leaders de terrain seraient mieux lotis s'ils avaient une large base de clients et que chacun pouvait gagner suffisamment d'argent grâce à sa propre clientèle pour couvrir sa propre consommation et les frais liés à l'activité, puis construire une lignée descendante avec des bases de clients qui atteindrait également l'équilibre. Cela nous ramènerait aux idées originales du marketing de réseau d'il y a 50, 60, 70 ans. Et ce modèle fonctionnait, c'est ce que je voulais. Donc, nous avons fini par obtenir cela. Et au milieu de tout ça, lorsque nous nous sommes séparés de nos anciens propriétaires et avons fondé notre propre entreprise, cela est devenu notre mission, devenir une entreprise en vente directe aux consommateurs avec le marketing de réseau comme modèle. C'est fascinant que vous ayez travaillé là-dessus, non seulement dans la salle du conseil, mais aussi dans les couloirs du gouvernement, d'un point de vue réglementaire, pour vraiment avoir un impact et provoquer un changement. Je trouve cela fascinant.
Donc, sur la base de ce modèle centré sur le client, comment abordez-vous votre marketing, votre message, votre positionnement différemment de ce que pourraient y faire d'autres entreprises de vente directe? Alors, nous ne nous sommes pas vraiment penchés sur ce que font les autres acteurs du marché, d'accord? J'ai donc adopté une position où je crois vraiment que l'innovation est indispensable si l'on veut construire quelque chose de grand. Et si vous innovez, ce que font les autres n'est pas si intéressant que ça. Bien sûr, on en entend parler lors de conversations, etc. Donc, on sait plus ou moins ce qu'ils font. Mais pour moi, c'est très simple. Il y a deux aspects. Le premier, c'est le modèle économique, où l'on construit une culture centrée sur les clients. Alors, que faites-vous? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Que reconnaissez-vous? Qu'est-ce qui est populaire dans votre culture? Et si vous assistez à l'un de nos événements, vous verrez que les gens demandent, eh bien, quel est ton numéro T? Quel est ton numéro de client personnel? Quel est ton numéro T? Donc, nous avons trouvé une façon simple d'en parler. Au lieu de parler de vente, ce que les gens sont parfois réticents à partager, je dis, j'ai 25 points de client personnel. Et ensuite, on dirait, eh bien, dans mon équipe, j'ai 2300 points clients, ce qui sert un peu de comparaison. Cela ne raconte pas toute l'histoire, mais ça montre le volume résiduel que vous avez en permanence. Ensuite, il y a l'aspect législatif. Là, pouvez-vous toucher vos commissions sans client? Dans notre plan, ce n'est pas possible. À l'origine, lorsque vous rejoignez Upwork, il y a une période de grâce, donc nous vous donnons 120 jours, pendant lesquels vous pouvez acheter un kit, passer une commande, obtenir des clients ou rejoindre gratuitement, obtenir des clients qui deviennent actifs. Le chemin d'entrée, nous n'avons pas besoin de votre argent. En fait, si vous achetez un kit, nous vous remboursons intégralement sous 12 mois si vous obtenez simplement quelques clients. Donc nous ne voulons pas d'argent de la part des partenaires, car les partenaires sont censés gagner de l'argent et les clients sont censés en dépenser. Ensuite, c'est à partir du quatrième mois. Vous devez avoir 4 points clients actifs, puis un certain volume. Ce volume, vous pouvez en acheter une partie vous-même et il peut provenir des clients ou bien tout peut venir des clients. Ensuite, lorsque vous atteignez le rang où vous gagnez environ 1000 $ par mois, vous devez avoir 10 points clients et pour atteindre un niveau de 10 000 $ par mois, il vous faut 25 points clients et c'est la règle dans notre plan. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. En plus de cela, nous avons élaboré un plan de carrière complet qui repose également uniquement sur les clients personnels. C'est intéressant que pour aider à construire une culture, vous sachiez structurer la rémunération d'une certaine manière, mais ensuite, vraiment, du point de vue du message de l'entreprise et en conditionnant un peu le réseau à parler de ses clients, la profondeur de ses clients, a évidemment beaucoup contribué à faire de Zinzino une entreprise aussi réussie et stable. Et je sais, Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre profession rencontre des problèmes, car lorsque je finis par rencontrer des leaders d'autres entreprises qui souhaitent rejoindre Zinzino ou qui sont sollicités par certains de nos collaborateurs pour rejoindre Zinzino, ce que je constate à chaque fois, c'est qu'ils disent, eh bien, je n'arrive pas à avoir de clients, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des clients, alors qu'au niveau des sièges, de chaque entreprise aujourd'hui, à cause de toutes les affaires, des fermetures et ainsi de suite. Tout le monde prétend avoir beaucoup de clients, mais il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font réellement. Donc, lorsque quelqu'un nous rejoint, c'est mon plus grand combat avec eux. C'est d'apprendre véritablement aux leaders à avoir des clients. Peut-être qu'ils ont des personnes tout en bas de l'arbre qui ont des clients, mais je ne crois pas en une culture où les nouveaux font quelque chose que les leaders ne sont pas capables de faire eux-mêmes. bien sûr, absolument, la structure du plan de rémunération et encore une fois, ce que vous choisissez de mettre en avant et de récompenser.
va directement influencer alors, le résultat, c'est-à-dire la façon dont ils construisent et finissent par recruter. Et j'ai aussi lu quelque chose de vraiment intéressant que vous avez dit à propos du produit. Donc, évidemment, dans une approche centrée sur le client, le produit est à la base de tout cela. Il faut avoir d'excellents produits qui apportent une grande valeur et vous avez parlé de l'importance de promettre moins et de délivrer plus en ce qui concerne les bénéfices. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Je pense que c'est l'un des plus grands défis et l'une des plus grandes opportunités que nous avons dans le secteur. Mais gérer ces attentes et les définir, je crois que c'est vraiment l'une des meilleures opportunités que nous ayons dans le secteur. Et, et, et cela relève évidemment du professionnalisme. Si je reviens juste sur quelques-unes des philosophies pour expliquer le contexte. Donc, quand quelqu'un s'inscrit dans une entreprise, il est recruté dans l'entreprise. Euh, Nous ne recrutons pas des gens dans l'entreprise pour leur vendre des produits. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont rejoint l'entreprise. Ils sont recrutés dans l'entreprise afin qu'ils vendent des produits. Donc, si nous leur vendons des produits, la seule raison pour laquelle nous le faisons, c'est que nous voulons qu'ils se familiarisent avec ces produits et qu'ils les revendent. Sinon, cela n'a aucun sens. C'est pour cela qu'ils peuvent rejoindre gratuitement ou peu importe où s'ils rejoignent, ils devraient récupérer leur argent en vendant des produits. S'ils choisissent de consommer ce qu'ils ont acheté, lorsqu'ils obtiennent des clients directs pour l'entreprise, nous leur rembourserons ce qu'ils ont payé pour leurs propres produits. Donc, philosophiquement parlant, les partenaires sont là pour gagner de l'argent maintenant et nous appelons les distributeurs des partenaires. Désolé de mélanger les deux lors d'une interview générale. Je le fais tout le temps. Ensuite, du côté des clients. Si on se place de leur point de vue, eh bien, les clients sont là pour dépenser de l'argent. Ils sont là pour acheter des produits. Ils ne sont pas là pour recruter ou pour rejoindre une entreprise. Je ne crois pas qu'il faille leur donner la possibilité de devenir partenaires. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Ils sont satisfaits dès qu'ils ont reçu un produit. Donc, ils l'ont payé, ils l'ont reçu, ils commencent à l'utiliser. À ce moment-là, ils devraient être contents. Maintenant, plus vous faites de promesses aux clients pour le faire devenir client, et plus il est difficile de le satisfaire. Donc, si vous voulez qu'un client achète votre produit toute sa vie, vous devriez vraiment le surprendre le premier mois, encore plus le deuxième mois et encore davantage le troisième mois. Et au quatrième mois, il devrait être complètement conquis parce que vous avez livré bien plus que ce que vous aviez promis. Pour pouvoir faire cela, il vous faut un système de vente. Tout fonctionne de manière à ce que vous identifiez le besoin de la personne, que vous adaptiez votre argumentaire à ce besoin. Vous ne promettez pas que cela va résoudre leurs besoins, mais vous l'associez à leurs besoins. Vous promettez un suivi et vous espérez que cela leur apportera un résultat. Maintenant, dans ce que nous faisons précisément, nous réalisons un test préalable. Nous faisons une analyse sanguine. Donc, je sais si vous avez besoin du produit ou non. Donc, lorsque j'obtiens le résultat du test, si vous faites partie de ceux qui n'en ont pas besoin, je vous appelle et je vous dis, écoutez, nous allons vous rembourser intégralement. Vous nous renvoyez les produits, nous n'avons pas besoin de votre commande. Vous faites partie de ceux qui mangent tellement sainement que nous n'avons pas besoin de vous comme client. Et nous remboursons 3% de toutes les personnes à qui nous vendons. Donc, c'est un nombre assez important de personnes à qui nous remboursons intégralement. Mais en Amérique, c'est un demi-pourcent. Donc, c'est un chiffre très bas en Amérique, mais il existe des poches dans le monde où les gens sont encore très en bonne santé. Maintenant, une fois que nous avons fait le test, ils commencent à le prendre. Si je leur ai fait trop de bonnes promesses, ils seront facilement déçus et s'attendront à obtenir des résultats à court terme. Combien de temps faut-il pour développer une habitude? Certains disent 21 jours. Je crois que lorsqu'il s'agit de consommation alimentaire, si vous commencez à prendre quelque chose tous les jours et que cela dure 3, 4, 5 mois, c'est à ce moment-là que vous devenez vraiment accro à l'aliment ou au complément que vous consommez.
Donc, plus longtemps nous pouvons les garder dans le processus, mieux c'est. Nous parlons donc de la progression des résultats au fil du temps qu'ils auront avec les produits. Puis nous avons un système où nous les testons à nouveau après 4 mois. Nouvel échantillon de sang, on l'envoie au laboratoire. Et ensuite, je sais si vous avez obtenu des résultats ou si j'ajuste votre dosage. Donc, la promesse que nous faisons aux gens, c'est qu'ils auront à chaque fois un résultat de test avant et après. Puis, pour les résultats qu'ils constateront dans leur corps, nous voulons qu'ils nous les communiquent. Alors racontez-moi ce qui se passe, car c'est là que cela devient puissant. Si un client ressent une récupération rapide après l'exercice et qu'il m'en parle, je sais qu'il sera aussi enclin à en parler à ses amis. Euh, S'ils ont la cinquantaine et qu'ils ont déjà fait du sport, presque tout le monde a des problèmes de genoux quand ils pratiquent différents sports, vous savez, et puis ils reviennent et disent Hey, je peux rejouer comme si j'étais jeune. Surtout en Europe où tout le monde joue au football, vous savez, tout le monde a des problèmes de genoux. Donc, et si vous jouez au basket aux États-Unis, c'est la même chose. Vous savez, les genoux ne tiennent tout simplement pas. Et maintenant, mes genoux fonctionnent. Et donc, au lieu de leur promettre, par exemple, prenez ceci et vous pourrez refaire du sport à fond, vous leur dites, eh bien, si vous surmontez ce problème que vous avez, merci de me le faire savoir, parce qu'ensuite, je peux. Leur demander de me recommander à d'autres, ce qui est vraiment une entreprise basée sur la satisfaction client. Vos clients satisfaits vous apportent constamment de nouveaux clients. Oui, C'est valable partout, quel que soit le problème. non, absolument. Et avoir ce client satisfait et tenir ses promesses et ses engagements peut aussi permettre d'instaurer ce niveau de confiance si jamais il décide ensuite de devenir partenaire de la marque ou distributeur. Ils ont déjà vécu cette excellente expérience, vous avez déjà tenu vos engagements, donc la confiance est déjà établie. Je suis curieux à propos des tests. Euh, Quel est le délai de traitement pour recevoir les résultats de... Je suppose que cela concerne les deux, mais surtout pour l'étape initiale. Et y a-t-il une perte, vous savez, entre le moment où la motivation d'achat est très forte et que quelqu'un s'inscrit et l'attente pour obtenir ses premiers résultats de référence? Il y a toujours, quand on travaille dans la vente, un certain taux d'abandon. Je dirais que parmi ceux qui n'achètent qu'une seule fois chez nous, c'est probablement autour de 15 à 20. Eh bien, d'accord. Pourquoi? N'ont-ils acheté qu'une seule fois? Probablement parce que le commercial a mal fait son travail. Je ne pense pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec le délai de traitement du test, qui est d'environ 3 semaines dans le monde, un peu plus rapide en Europe. Les gens acceptent d'attendre si on leur dit que cela prendra 3 à 4 semaines et qu'ils reçoivent les résultats en 17 jours. Vous avez sous-promis, surlivré, ils sont eux. Oui, Si vous leur dites qu'ils auront les résultats en 1 semaine et que cela prend 8 jours, ils seront mécontents. Donc, quelle que soit l'information que vous leur donnez, c'est à cela qu'ils réagissent. Les clients sont donc très simples à ce niveau-là. Maintenant, parmi ceux qui ensuite reçoivent leurs résultats et commencent à prendre notre produit, nous n'avons littéralement aucun abandon avant le 6e mois. c'est incroyable. Donc, avant qu'ils n'arrivent au test suivant, et quand je dis littéralement zéro, il y a peut-être environ 15% d'abandon pendant ces 6 mois. Et puis, cela dépend un peu du type de client que vous avez. Si j'ai un client qui n'a jamais fait attention à la nutrition de sa vie, bien sûr, j'aurai un taux d'abandon plus élevé. Ils ont l'habitude d'aller chez McDonald's et là, j'essaye de les convertir à une vie saine. C'est quelque chose de difficile. Si j'ai un client qui s'intéresse déjà à la nutrition, donc qui a l'habitude de prendre différents autres produits, j'ai beaucoup moins d'abandon. Si j'ai quelqu'un qui a déjà pris un produit concurrent au nôtre, je le garde pendant des années et des années parce que nous offrons des résultats 10 fois meilleurs. À ces clients, car ils savent exactement quel niveau ils veulent atteindre lors du test sanguin et ensuite ils voient ce que nous leur apportons par rapport aux produits qu'ils prenaient déjà. Et ça, c'est vraiment un scénario DX et ces clients restent
très longtemps. Donc, avec tous ceux qui entrent dans notre protocole de test, eux, on les garde en moyenne plus de 18 mois. C'est incroyable. Quel outil de validation et de fidélisation extraordinaire à avoir dans votre système. Donc, vous êtes aussi dans toi et ta femme êtes dans une position très particulière où vous avez à la fois des rôles en entreprise et sur le terrain. Et je suis curieux de savoir comment vous avez réussi à équilibrer cela. Est-ce que c'est une sorte d'approche, par exemple? Quelles sont tes réflexions à ce sujet? Eh bien, en réalité, nous n'avons qu'un rôle sur le terrain, donc nous n'avons aucun poste de direction dans l'entreprise. Nous ne faisons pas partie du conseil d'administration. Ma femme et moi avons quitté le conseil en 2005, juste après avoir fondé l'entreprise, et nous avons compris qu'il fallait porter une seule casquette. Intéressant. La casquette que nous portons, c'est celle de leader sur le terrain. Il y a maintenant l'Assemblée générale. Donc, une fois par an, évidemment, nous avons un autre rôle. Et puis, il y a le rôle de cofondateur de l'entreprise que l'on représente en partie en tant que leader sur le terrain et cofondateur. Nous n'imposons jamais notre autorité à qui que ce soit dans l'organisation de l'entreprise. Ils sont en réalité au-dessus de nous. Ce sont eux qui prennent les décisions, et nous n'essayons pas de les faire changer d'avis par rapport à nos règles et règlements. Après avoir travaillé ainsi pendant 20 ans, je ne pense pas que nous ayons eu de conflits depuis très longtemps. Je me souviens de quelques cas. Il y a environ 15 ans où cela a été difficile, euh, mais, mais, mais nous sommes très compétents pour gérer le fait d'être des leaders de terrain tout en ayant une position de fondateur ou de cofondateur. Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir sur notre entreprise, c'est que nous sommes cotés au Nasdaq. Donc, nous sommes une société cotée en bourse. Cela implique, bien sûr, un tout autre niveau de transparence que dans une entreprise privée. Nos chiffres ont donc été publiés aujourd'hui pour le mois de vente d'avril. Donc, une croissance de 58% en avril a été communiquée au marché. Si cela avait été moins 58%, cela aurait aussi été communiqué au marché. Heureusement, cette fois-ci, c'était plus 58%. C'est évidemment beaucoup plus facile à gérer, aussi bien pour le terrain que pour le marché. Mais si vous regardez les 20 plus grands actionnaires de Cincino, 16 d'entre eux travaillent sur le terrain et 15 font partie du conseil de direction, ce qui signifie qu'ils comptent parmi les plus hauts leaders de terrain que nous ayons. C'est donc une entreprise détenue par le terrain. C'est aussi pour cela que notre système de double casquette fonctionne beaucoup mieux, car il n'y a pas que nous qui sommes propriétaires, toutes les personnes du conseil de direction détiennent également des parts dans l'entreprise. Et j'étais à un événement à Stockholm, en Suède, vendredi. Nous avions environ 700 personnes dans la salle et j'ai demandé combien d'entre vous ont acheté des actions de l'entreprise. 80% des mains se sont levées, ce qui est incroyable. Donc, ils sont autant mes patrons que je suis le leur. Et puis, je suis allé en Allemagne samedi, où il y avait environ 1500 personnes dans la salle. Et en Allemagne, il est un peu plus difficile de négocier nos actions. Nous sommes un peu plus jeunes sur ce marché parce que c'est suédois et que la cotation est en Suède. Ils y sont plus familiers. Mais tout de même, environ 25 à 30% des distributeurs allemands possèdent des actions de l'entreprise. Et je pense qu'après l'événement, plusieurs centaines de personnes, voire plus, détiendront des actions de l'entreprise. Et nous voulons activement que notre réseau soit partenaire avec nous. Nous pensons que le fait pour eux de participer à l'aventure publique est tout aussi important que de faire carrière en tant que client, d'obtenir des produits gratuits, de se constituer une petite base de clients pour gagner un peu d'argent en plus ou de s'engager à plein temps et de faire carrière dans le secteur. Oui, et quel résultat incroyable et positif cela doit avoir sur la culture lorsque le réseau et tant de personnes sont en réalité propriétaires, qu'ils ne sont pas seulement investis, mais littéralement investis dans le succès à long terme de l'entreprise. Oh oui, les applaudissements pour la réussite d'une autre équipe sont encore plus forts.
Quand on est actionnaire de l'entreprise parce qu'on gagne de l'argent grâce à leur succès, J'adore ça. Quelle approche incroyable du point de vue de la culture d'entreprise. Donc, l'une des autres choses intéressantes que je t'ai entendu évoquer, c'est d'avoir une approche tellement centrée sur le client que, au fil des années, vous avez reçu certaines critiques de la part de personnes extérieures à l'entreprise disant que c'est trop centré sur le client. Mais encore une fois, comme vous êtes coté en bourse, on sait que vous avez réalisé environ 200 millions de ventes l'année dernière. Alors, peux-tu partager un peu ce que ça fait de pouvoir montrer ce succès tout en continuant à recevoir un certain niveau de critique? donc, comme nous sommes cotés en bourse, l'avantage, c'est que les 200 millions sont déjà loin derrière nous. Avec une croissance de 58%, Oui. nous dépasserons les 300 millions cette année, peut-être même 350. Oh, incroyable. Félicitations. Donc, nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Je pense que à partir du moment où l'on veut innover à n'importe quel niveau, on va forcément recevoir des critiques. Les critiques que nous avons reçues pour avoir lancé la nutrition basée sur les tests, la chose la plus logique au monde, ont été bien plus importantes que celles que nous recevons pour avoir attiré des clients. Donc, je vois les choses comme ça. Si personne ne vous critique, c'est que vous n'innovez pas. Donc, j'adore la critique. Plus ils crient fort contre ce que je fais, plus je sais que je tiens quelque chose. Je n'ai pas toujours raison, mais je vais dans la bonne direction, ce qui est différent d'avoir raison. Il faut donc continuer à innover sur l'innovation, mais on tend vers ce qui est juste. À un moment donné, la critique devient un peu plus silencieuse et ils commencent à poser des questions. Ils passent donc de critique à questionneur et après les questions, ils en viennent à copier. Et c'est ce que j'aime le plus. Donc, plus il y a de gens qui vous copient, plus vous savez que cette fois, vous avez vraiment trouvé la bonne formule. Je considère donc la copie comme un moteur d'élan pour l'innovateur. Si vous pensez aux grandes marques qui existent et que vous regardez, une marque comme Apple qui est probablement l'une des histoires les plus intéressantes, c'est pour ça qu'on peut en parler encore et encore. Mais réfléchissez-y, si personne n'avait copié Steve Jobs avec son smartphone, cela n'aurait pas évolué aussi rapidement. C'est parce que tout le monde s'est mis à... D'abord, ils l'ont critiqué. Ils disaient que ce serait un échec total. Ensuite, ils ont remis en question tout le concept du téléphone, l'écran, tout ce qui s'y passait. Puis, tout le monde s'est mis à copier aussi vite que possible. Et cela a propulsé Apple au rang de marque la plus valorisée au monde. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui copient Cincino jusqu'à présent? Non, mais la tendance va dans ce sens. Attendez un peu. Donnez-lui encore un an, donnez-lui 2 ans. Vous verrez presque tout le monde dans le marketing de réseau lancer des produits basés sur des tests. Ce que j'aime là-dedans, c'est que notre profession manque de crédibilité et la nutrition manque de crédibilité. Si la nutrition avait de la crédibilité, alors tout le monde prendrait un complément nutritionnel. Mais comme elle manque de crédibilité, vous prenez un complément nutritionnel, mais vous ne ressentez pas le résultat, puis vous allez chez le médecin et ensuite vous prenez un médicament. Et quand vous prenez le médicament, vous devenez tellement fidèle, c'est fou. Vous avez 16 effets secondaires différents, mais vous êtes tellement fidèle à cette pilule chaque jour, puis vous en prenez 3 autres pour compenser les 16 effets secondaires, ce qui vous donne 2 effets secondaires supplémentaires. Alors vous ajoutez une 4e pilule et vous en prenez 5 au total et vous restez tellement fidèle. Pourquoi? Parce que cela a de la crédibilité. Alors que nous n'avions aucun effet secondaire, mais vous n'obteniez simplement pas de résultats aussi rapidement, et alors vous abandonniez, même si cela aurait pu tout résoudre pour vous et qu'à une fraction du coût, vous auriez pu être en bonne santé sans aucun effet secondaire. Et, et la seule façon de lui donner de la crédibilité, c'est d'adopter une approche basée sur les tests. Donc, oui, les études cliniques, tout cela est bien, mais le standard des études cliniques en nutrition,
quand on n'a pas le droit de parler des maladies, est complètement fou comparé à celui des médicaments. Donc nous ne pouvons jamais gagner dans ce domaine parce que nous opérons dans une boîte et les autres opèrent dans une boîte complètement différente. Donc, il n'est pas possible de gagner. Mais dans la nutrition personnalisée, où chacun fait son test personnel et voit, eh bien, il me manque de la vitamine D3. Eh bien, nous pouvons régler cela pour vous et nous pouvons vous le prouver. Eh bien, il me manque des oméga 3. Eh bien, nous pouvons régler cela pour vous. Eh bien, j'ai un faible taux de ces hormones. Eh bien, nous pouvons régler cela pour vous. Et quand on entre dans cette démarche, alors nous obtiendrons la crédibilité. Je pense que cela fera passer notre secteur de la nutrition d'environ 200 milliards à plus d'1 trillion au cours des 15 à 20 prochaines années. Le leader de ce mouvement sera une méga entreprise et nous espérons que ce sera Cincinnati. Oui, absolument. J'adore l'idée d'utiliser la critique comme un indicateur ou un test décisif euh, pour l'innovation et en quelque sorte pour montrer que l'on est sur la bonne voie. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'idée que vous avez évoquée selon laquelle il commence par critiquer, puis questionner, puis copier. Encore une fois, c'est un autre excellent signe que vous êtes sur la bonne voie en matière d'innovation et de réussite. Ce succès vous a amené à développer l'entreprise à l'international, à sortir d'Europe du Nord et de Scandinavie pour aller vers d'autres marchés dans le monde, y compris l'Amérique du Nord. Et je suis curieux, beaucoup de nos auditeurs ici sont présents sur le marché nord-américain. Lorsque vous abordez le marché nord-américain, en quoi le voyez-vous différent des autres marchés d'Europe du Nord? Je pense que chaque marché est différent et que chaque marché est le même. Donc, et c'est un oxymore parce que comment peuvent-ils être différents? Eh bien, culturellement, tout est différent. J'adore l'histoire d'IKEA. IKEA est une entreprise suédoise. Le mobilier a commencé en 1943. 1943. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suède était neutre. Puis il y a eu la première expansion internationale en 1980. Puis l'entreprise est arrivée sur le continent américain à la fin des années 1990 ou au début des années 2000. Et l'auteur d'un livre raconte l'histoire de la façon dont, tout à coup, au Texas, ils vendaient tellement de verre qu'ils ont eu un problème de production pour pouvoir en livrer suffisamment à leur entrepôt américain. Et, et puis l'histoire évolue. Ils essaient de comprendre pourquoi. Ils envoient des gens de Suède en Amérique parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ces verres se vendent tout le temps. Alors ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en Norvège, les ventes seraient d'environ 5 ou 6 unités par jour. Les ventes en Suède dans un magasin seraient peut-être de 5 ou 6 aussi. Mais au Texas, c'était des centaines, voire des milliers d'unités par jour pour ce produit. En fait, ce qu'ils appelaient un verre au Texas était en réalité un vase en cristal, en Norvège. Donc, la taille d'un soda aux États-Unis correspondait parfaitement à un vase en cristal, dans lequel nous mettons des fleurs en Norvège parce qu'il y a une différence culturelle. Donc, quand vous avez un porte-gobelet dans votre salle vidéo ou votre salon TV en Amérique, ce porte-gobelet se trouve être beaucoup plus grand qu'un porte-gobelet en Suède ou en Norvège. Il y a donc une différence culturelle, mais en même temps, c'est équivalent, car en Europe aussi, on veut boire quelque chose. C'est juste la taille de la boisson qui change. Donc, il faut s'adapter à la taille, il faut s'adapter à la langue. Mais vous savez que votre produit sera tout aussi bon et se popularisera car le besoin de santé est le même partout dans le monde. La question, c'est simplement, comment veulent-ils que le message soit transmis? Oui, des perspectives fascinantes. Vous avez aussi fini par acquérir certains des actifs d'une entreprise en Amérique du Nord et je me demande s'il y a eu des enseignements tirés de cette acquisition. Il y a énormément d'enseignements tirés de toutes les différentes acquisitions.
Je pense que cela s'est vraiment très bien passé. Nous avons augmenté les ventes de plus de 50% depuis l'acquisition. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et si vous pouvez faire ça à chaque fois que vous faites une acquisition, augmenter les ventes de 50% dans les premiers mois, c'est exceptionnel. Avec des personnes vraiment talentueuses sur le terrain, des personnes talentueuses au siège, et ils avaient besoin d'un coup de pouce, ils avaient besoin d'aide, nous voulions acquérir des entreprises. Nous sommes en train d'acquérir pas mal d'entreprises. Nous avons acquis une entreprise de plus après cela. Je crois que nous en sommes à 6 entreprises acquises au cours des 2 dernières années. Donc, ça avance très vite. Nous avons ici une pile de documents, OK? Probablement 5 ou 6 autres entreprises avec lesquelles nous sommes en discussion, actives en ce moment même. Euh, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'il existe une fenêtre d'opportunité pour une entreprise. Quand vous êtes entre 100 millions et 1 milliard de dollars US, il est pertinent d'acquérir des entreprises. Parce que vous pouvez, à 100 millions, vous pouvez acheter celles qui font entre 4 et 10 millions et vous pouvez les intégrer assez facilement. À 200 millions, vous pouvez en acheter 20 à 30 et vous pouvez facilement les intégrer. À 500 millions, vous pouvez en acheter 50 à 100 et vous pouvez facilement l'intégrer. À 1 milliard, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de 100 à 200 millions à acheter, donc votre fenêtre de croissance par acquisition se referme en quelque sorte autour du milliard de dollars. Donc, la fenêtre d'acquisition pour nous, c'est maintenant. Ensuite, nous pensons que nous sommes positionnés sur une méga tendance mondiale. Nous pensons donc que la nutrition basée sur les tests va devenir aussi courante que la nutrition elle-même. C'est-à-dire qu'environ 50% de la population aujourd'hui aux États-Unis utilise un complément nutritionnel. Pas quotidiennement, mais au moins dans un sondage, ils diraient oui, j'ai pris de la vitamine C ou j'ai pris de la vitamine D ou j'ai acheté un complément nutritionnel. Et nous pensons que 50% de la population à l'avenir se fera tester. Pas tous les jours, mais peut-être une fois par an, peut-être tous les 2 ans. Et à l'échelle mondiale, nous pensons que toute la profession de la nutrition, basée sur l'intuition, sera dépassée par celle basée sur les tests. Cela va se produire dans les 25 prochaines années. Nous devons donc nous développer et nous implanter dans 180 pays afin que lorsque nous passerons de la phase d'innovation à la phase de croissance, nous soyons présents partout, car ainsi nous pourrons surfer sur cette vague en tant que leader du marché. C'est pourquoi nous procédons à des acquisitions stratégiques dans différentes régions. Nous faisons des acquisitions pour la taille dans des pays comme les États-Unis parce que nous devons être non seulement avoir notre entreprise là-bas, mais il nous faut une entreprise suffisamment grande pour pouvoir gérer d'importants mouvements sur le marché. Et puis, nous procédons aussi à des acquisitions stratégiques lorsqu'il s'agit de différents produits potentiels, technologies, brevets. Et en plus de cela, nous assurons une croissance organique qui est, quand on me demande, alors, quelle part de vos 58% provient des acquisitions et quelle part provient de la croissance organique? Et nous comptabilisons le volume des acquisitions pendant les 12 premiers mois. Puis après cela, nous le considérons comme de la croissance organique. Et actuellement, sans acquisition euh, ou sans les 2 dernières acquisitions, nous aurions quand même une croissance organique d'environ 45% pour le mois d'avril. Donc, C'est incroyable. l'acquisition compte, mais ce n'est pas ce qui motive Cincino. Oui, non, c'est incroyable et impressionnant. Tu es clairement en train de montrer la voie avec cette approche des acquisitions. Et on commence à voir de plus en plus cela se produire dans tout le secteur, acquisition-fusion. Je suis curieux de savoir quels ont été certains des facteurs de réussite pour Zinzino dans la fusion des cultures, des approches, notamment en ce qui concerne la force de vente sur le terrain. Donc, les compromis sont importants, mais il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas transiger.
Si vous lisez des livres sur les fusions et acquisitions, vous apprenez que 90% d'entre elles échouent. Et ce qui ne va pas, c'est qu'on n'arrive jamais à instaurer une seule culture. Si une entreprise rejoint une autre, que ce soit une fusion ou une acquisition, peu importe, si cela finit par donner deux cultures, vous ne créez pas de synergie. C'est même l'inverse. Donc, 1 plus 1 égale 1,8. Idéalement, vous voulez que 1 plus 1 égale 11. Cela signifie que vous devriez obtenir une synergie énorme de cette opération. Et c'est là qu'il faut, en quelque sorte, savoir ce que vous voulez. D'accord? Donc, il faut faire suffisamment de compromis au début pour que les gens aient le sentiment que leur identité n'est pas oubliée. Parce que si les gens ont l'impression que leur identité est oubliée, ils deviennent amers et ne viennent plus travailler. Mais ensuite, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas faire de compromis. Je raconte cette histoire un peu bête à propos des films français et des films hollywoodiens. Alors, quelle est la différence entre un film français et un film hollywoodien? Je ne sais pas si vous en avez déjà vu un, mais quand vous regardez un film français, vous passez 2 heures à essayer de comprendre qui est le héros. Et à la fin du film, peut-être que vous l'avez compris, peut-être pas. Parfois, vous ne savez même pas, et vous avez l'esprit tout embrouillé à la fin du film, et certaines personnes adorent cette expérience. Dans un film hollywoodien, vous voyez très vite qui est le héros, puis le héros part à l'aventure. Il est sur le point de ne plus être le héros, puis il redevient le héros. Vous avez votre moment de satisfaction et vous êtes content et vous saviez depuis le début que votre héros allait gagner. Il ne peut y avoir qu'un seul produit héros. Donc, il est important d'avoir votre héros. Sinon, vous allez avoir de gros problèmes et ce sera un vrai chaos. Donc, c'est très clair. Pour nous, avec les entreprises que nous acquérons, le produit héros est le produit héros. Cela ne change pas. Cependant, un héros a besoin d'acteurs secondaires. Dans un film, pour créer un héros, si vous regardez Hollywood lorsqu'ils veulent lancer un nouveau héros, il y a beaucoup de superstars qui jouent des rôles secondaires. Puis il y a quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant dans le rôle principal. Et à la fin du film, une nouvelle star est née. Donc, lorsque nous acquérons une entreprise, nous positionnons très bien leurs produits afin qu'ils soutiennent le héros de l'histoire, pour qu'ils sentent que leur identité est préservée, mais qu'ils servent aussi l'histoire du héros que nous avons déjà. Cela s'applique aussi au niveau de l'entreprise. Cela s'applique aussi sur le terrain. Il faut être clair sur les attentes, sur la structure et sur le fait qu'il existe une méritocratie. Donc, juste parce que vous étiez ici, maintenant vous devez vous battre pour vos droits. Ici, c'est une méritocratie et nous espérons que vous deviendrez le principal leader chez Zenzino en arrivant. Mais on ne peut pas simplement vous accorder ce rôle parce que vous l'étiez auparavant. Des réflexions vraiment importantes. Il y a beaucoup de stratégies dans ce que vous venez de dire. Je vais revenir en arrière et réécouter cela. J'espère que nous le ferons tous, surtout pour ces dernières minutes. Et je pense que c'est une approche vraiment assez noble de laisser un peu de place à l'identité. Vous savez, de cette entreprise, de cette gamme de produits, tout en continuant à se concentrer, à se recentrer et à s'ancrer sur ce héros afin que tout le monde avance toujours dans la même direction. Je trouve cela vraiment fascinant. J'apprécie vraiment ces perspectives. Alors, en regardant en arrière, vous savez, sur toutes ces années passées chez Zinzino et l'incroyable succès rencontré, quels sont, selon vous, les 3 facteurs les plus importants qui ont contribué à ce succès? La vision à long terme, je pense que c'est essentiel. Si vous ne savez pas où vous allez, vous n'arriverez pas là où vous voulez aller. Vous allez finir quelque part. Mais l'aspect vision est vraiment important. Quand des gens viennent lors d'un fly-in avec des acquisitions et tout ça, et
Bien, je commence toujours par dire que la vision de l'entreprise ne devrait pas être le tableau de rêve des propriétaires. Il faut que ce soit une véritable vision. Nous croyons que nous créons un mouvement bien plus grand que Zinzino. Donc, quand Steve Jobs a dit «Aujourd'hui, je mets 1000 chansons dans votre poche», ou un appareil Internet et vous pouvez passer des appels avec, et qu'il a créé le smartphone est quelque chose de bien plus grand qu'Apple. Apple a son iPhone, mais le smartphone, c'est quelque chose de plus grand. Nous créons un mouvement où nous passons d'une alimentation basée sur les invités à une alimentation basée sur les tâches. Cela va sauver la santé humaine de la planète. Cela finira par permettre à chaque nation de récupérer 2% de son budget de santé, car les coûts des soins de santé vont diminuer lorsque les gens auront la bonne nutrition. Donc, nous créons un mouvement, et c'est la vision que nous avons. Ramener la planète à l'équilibre et obtenir 100 millions de clients pour devenir l'entreprise de santé préventive la plus influente au monde. Maintenant, pour aborder un deuxième point, après, mais la vision, c'est d'être curieux. Donc, juste parce que vous pensez avoir vraiment, vraiment raison, beaucoup de gens cessent d'être curieux. Et quand vous cessez d'être curieux, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'autre qui aurait pu soutenir ce héros de façon encore plus efficace dans son parcours. Vous arrêtez d'écouter les retours qui auraient pu améliorer votre façon de promouvoir ce héros dans son parcours. Donc, il faut continuer à être curieux. Donc, la vision. Restez curieux parce que lorsque vous restez curieux, il y a deux facteurs qui sont vraiment essentiels. Et c'est que vous améliorez en continu. Vous améliorez tout. Vous améliorez l'entreprise, vous vous améliorez vous-même, vous améliorez le produit, vous améliorez tout. Je dis que si nous ne pouvons pas améliorer ce produit tous les 5 ans, nous devrions remettre en question la position de chacun qui travaille sur les produits. La science progresse. Nous devrions être capables d'améliorer le produit, et les gens. Typiquement, dans le marketing de réseau, ils promettent « Nous ne changerons jamais le produit, nous ne changerons jamais le plan de rémunération. » Et j'ai dit « Non, en fait, nous disons inspirer le changement dans la vie. » Je peux vous promettre que si vous rejoignez Cincino, nous chercherons toujours à améliorer le produit. C'est un changement. Nous chercherons toujours à améliorer le plan de rémunération. C'est un changement. Le changement est la seule constante. Donc, l'amélioration continue et puis, tous les 5 à 10 ans, une innovation majeure. Et cela vient de la curiosité. Ensuite, quand c'est dit, il faut avoir une culture d'entreprise ou que c'est évoluer ou c'est partir. Trop de gens essaient de gagner avec la mauvaise équipe. Disons que nous entrons dans le domaine du sport. Maintenant, tout le monde a une opinion sur le sport. C'est pour ça que j'adore l'utiliser comme exemple. Et nous avons acheté un club de football à 2. Disons que nous en avons acheté un en Amérique, donc ils n'ont pas vraiment tendance à gagner. Souvent contre les équipes européennes, mais nous voulions vraiment gagner. Mais au lieu de dire « Hey, on va aller chercher les meilleurs joueurs chaque année », on dit « Non, non, non. On va juste garder les mêmes joueurs. » Quelles seraient, selon toi, nos chances de devenir un jour la meilleure équipe du monde? Aucune. Donc, dans la culture d'entreprise, il faut être clair avec tout le monde. Soit tu évolues pour t'améliorer chaque année, soit tu pars. Partir ne signifie pas toujours que tu dois travailler pour quelqu'un d'autre, mais cela veut dire que tu changes de poste dans l'entreprise afin de ne pas freiner la croissance de la société. Ensuite, en ce qui concerne le leadership sur le terrain, il doit être porté par une culture où le terrain fait corps avec l'entreprise. Le terrain ne peut pas être constamment en conflit avec le siège, ne peut pas toujours chercher à rejeter la faute, et le siège ne peut pas non plus rejeter la faute sur le terrain. Il faut instaurer une culture où chacun se dit « Non, je vais grandir, non, personnellement, et je vais évoluer professionnellement. »
Ce n'est pas parce que tu es un leader sur le terrain que tu es dispensé d'apprendre les produits. Ce n'est pas non plus une excuse pour ne pas connaître le plan de rémunération. Non, tu dois progresser personnellement et professionnellement chaque année. C'est une partie intégrante de ce que nous faisons. Et puis, finalement, je pense qu'il faut. Si j'étais, donc ça faisait 4 points. Tu n'avais probablement pas demandé 4 points. C'était bien. 4, c'est parfait. Je prends tous les conseils que je peux obtenir. Donne un cinquième point. J'ai un peu un trou là sur le moment, mais je pense que il faut y consacrer du temps. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut vraiment y consacrer du temps. Montrer l'exemple est l'une des philosophies que nous avons sur le terrain. Tu montres que tu es prêt à y aller et à le faire, si tu continues à le faire. Et je vais en ajouter un. De plus, c'est que dans tout ce que tu fais, que ce soit recruter de nouveaux joueurs dans le sport, recruter des gens en entreprise, c'est comme ça qu'on construit une grande entreprise. Il faut toujours être là pour recruter de nouveaux joueurs, parce que sans nouveaux joueurs, tu perds la génération suivante, tu vois? J'ai dit cela il y a de nombreuses années et je parle peut-être un peu trop maintenant, mais j'ai dit que mon rêve, c'est de faire en sorte que le marketing de réseau soit connu et reconnu, que lorsque les gens sortent des meilleures écoles de commerce, au lieu de vouloir aller travailler chez Merrill Lynch parce qu'ils pensent qu'ils vont toucher, 2 ou 3 millions de salaires par an, ils veuillent rejoindre le terrain avec notre entreprise parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner 2 millions, 5 millions, 10 millions et que ce sera une vie meilleure afin que nous attirions les meilleurs jeunes de 22, 23 ans à la sortie de l'école, que ce soit cela qu'ils aient envie de faire. Et cela consiste à recruter de nouvelles personnes, à créer une attraction et à toujours recruter. Et on recrute à tous les âges, mais il faut se rappeler que tous les 10 ans, toutes les personnes que vous avez déjà auront 10 ans de plus. Donc, à moins de recruter de nouveaux jeunes talents, vous finirez par disparaître de vous-même. C'est une excellente liste. Je vais donc repasser rapidement en revue cette liste pour moi-même. Donc, ces 5 éléments que vous avez donnés, la vision, une curiosité continue, la culture d'entreprise, investir les heures nécessaires et puis continuer à recruter de nouveaux membres. Je pense que c'est une excellente liste et un excellent modèle à suivre pour les autres. Je suis curieux de savoir quels conseils vous donneriez à d'autres entreprises de vente directe pour devenir encore plus axées sur le client. Ouf. Il n'y a pas d'autre option d'un point de vue légal avec ce qui se passe dans l'IA. Donc, le consensus actuel de la Silicon Valley dit que d'ici 18 mois, chaque personne aura une IA dans son téléphone qui sera plus intelligente que n'importe qui dans n'importe quel domaine, ce qui signifie que l'IA sur le téléphone des gens, dans 18 mois, en sera plus sur Cinceno que moi-même. Ensuite, ils disent que dans 6 ans, l'IA sera tellement intelligente que elle donnera une meilleure réponse que tout le monde réuni chez Cinceno pourrait donner à propos de Cinceno. C'est l'IA qui la fournira. Alors, combien de temps faudra-t-il à la FTC pour enquêter sur votre entreprise? 1 seconde? 2 secondes? Peut-être? C'est très rapide, l'IA. Déjà, dans 18 mois, ils vont taper est-ce que X a des clients? 2 secondes plus tard, l'IA va donner une meilleure réponse que le PDG de l'entreprise lui-même ne pourrait en donner. Donc, il n'y a pas d'autre option. La loi existe déjà. Toute entreprise qui se présente devant la FTC ou tout autre gouvernement dans le monde sans une citation client, représentant 80 à 90% du volume, provenant de clients qui n'ont pas de position sur le terrain, sera effectivement fermée. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas si c'était la réponse la plus sympathique, mais c'est la plus honnête que je pouvais donner. Non, c'est très pertinent. Je suis d'accord. Je pense que cela devrait être l'une de nos principales priorités en ce moment. Et cela crée vraiment une entreprise stable
pour nous tous. Donc oui, je suis d'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'autre option. Je sais que tu as toujours été un grand défenseur de la vente directe, mais aussi de l'innovation et de l'exploration de nouvelles perspectives. Alors, en regardant les 3 à 5 prochaines années, pour que les entreprises de vente directe réussissent à l'avenir, que devrions-nous faire davantage et que devrions-nous faire moins? Oui. Et ça, c'est le côté positif de l'IA. Donc, j'adore absolument ce qui est en train de se passer. Je pense que plus de richesse va être créée dans les 13-30 prochaines années, peut-être même dans les 15 prochaines années, que depuis que la Terre s'est refroidie, parce que tout va tellement plus vite. Alors maintenant, imaginez un monde où tout devient si numérique. Tout ce que nous faisons enlève en fait le facteur humain. Alors, qui va gagner dans ce monde-là? Eh bien, il va y avoir beaucoup d'entreprises technologiques qui vont accomplir des choses incroyables. Je viens justement d'investir dans une entreprise avec deux génies de la tech de 26 ans en Norvège. Euh, Ils ont résolu un problème dans leur précédente entreprise et sont devenus multimillionnaires à 26 ans. Et ensuite, ils ont voulu créer quelque chose de nouveau et ils voulaient intégrer mon expérience. J'aurai 50 ans cette année à ce projet. Donc, je leur en suis reconnaissant. Mais ce qu'ils sont en train de créer est tout simplement génial. Et littéralement, l'une des choses qu'ils vont mettre, 6 mois à développer remplacera peut-être la moitié des comptables en Norvège d'ici 1, 2 ou 3 ans. Donc, tout devient numérique. À l'avenir, il n'y aura plus de comptables. On ne fera plus ses courses comme on le fait aujourd'hui. Quand vous irez chez McDonald's, il n'y aura plus personne pour retourner les burgers si vous allez chez McDonald's. Tout cela sera entièrement automatisé. Les achats en ligne seront tellement fluides, tellement rapides, ce sera tellement automatisé que vous aurez un assistant IA et toutes ces choses deviendront tout simplement excellentes. Donc, lorsque tout sera automatisé et que le contact social humain sera encore plus faible qu'aujourd'hui, je pense que dans ce contexte, les entreprises de marketing de réseau qui offrent du contact social, de l'éducation sociale, eh bien, je dirais que celles qui réussiront le mieux seront aussi celles qui sauront gérer émotionnellement les contacts sociaux, ce qui sera une question encore plus importante à l'avenir qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je donne l'exemple suivant. Il deviendra tellement populaire à la fin de pouvoir enfin acheter à nouveau auprès d'un humain que lorsqu'ils viendront à une réunion à domicile, les gens apporteront du pop-corn à grignoter pendant qu'ils feront leurs achats jusqu'à épuisement lors de la soirée. Donc, je crois que nous serons ceux qui, et j'ai donné cet exemple lorsque j'ai parlé à Dallas, nous ramenons la première classe dans l'expérience du consommateur. Quand tout le monde se contente d'offrir le même siège, où tout est standardisé, bon marché, rapide et fluide, nous allons proposer autre chose. Non, vous êtes un être humain. Je vais écouter ce que vous avez à dire. Je vais prêter attention à votre expérience. Et nous devenons la première classe de la vente, et cela fera passer le marketing de réseau d'une industrie de 2 à 300 milliards de dollars à une industrie de 1000 milliards de dollars, parce que les gens voudront plus de contact social et ils seront prêts à payer une prime bien plus élevée à l'avenir que ce qu'ils paient aujourd'hui. Donc, d'autres domaines où le contact social aura plus de valeur, comme aller à un match sportif. Regardez là-haut, augmentation des prix des billets pour les événements sportifs, pour les clubs auxquels les gens vont adhérer, ils savent qui ils vont rencontrer au club. Donc, la valeur du contact social est en hausse. Le marketing de réseau, à l'origine, portait sur le contact social. Si vous ramenez cela, vous allez prospérer, vous allez grandir. Je pense que c'est une belle idée sur laquelle conclure. Ce contact humain, relationnel et personnalisé, c'est vraiment notre super pouvoir. Et il nous suffit de l'apporter dans cette nouvelle ère et aux nouvelles générations. Et une chose de plus,
Des dizaines de millions d'emplois vont être remplacés. Donc, recruter des gens sera aussi très, très facile parce qu'il y aura un vivier de talents qui auront besoin de faire quelque chose de nouveau, ce que nous n'avons jamais eu auparavant. Oui, Et cette fois, cela ne vient pas seulement des ouvriers. Cette fois, cela vient de tous les groupes différents parce que l'IA est une intelligence. J'ai eu cette discussion avec un pilote. Il partait faire une formation sur simulateur à Zurich et moi, je volais de Vienne. À Zurich ce soir-là et je lui ai demandé, alors, à ton avis, quand est-ce que l'IA pilotera l'avion? Et il a dit, non, je ne pense jamais que cela arrivera. Et alors j'ai dit, parce que quand ils sont sceptiques, il faut un peu aller dans leur sens. Il ne faut pas les contredire. J'ai dit, alors, selon toi, combien de temps faudra-t-il avant que l'avion ait un copilote assistant IA? Et il dit, eh bien, je pense que ça arrivera assez rapidement. Je pense qu'on aura ça, comme le pilote automatique qui passe d'un simple système à une véritable intelligence, ce qui a du sens parce qu'elle peut apprendre. Et alors, si le pilote automatique étudie maintenant chacun de tes gestes et qu'il est 10 fois plus intelligent que toi, combien de temps, selon toi, cela va-t-il prendre avant qu'il sache tout ce que tu sais? Et il a lu toute ta formation sur simulateur. Il a suivi toute la formation sur simulateur de chaque autre pilote dans le monde. Et il a étudié chaque autre pilote dans le monde. À quel point penses-tu que ce pilote automatique sera plus qualifié? Et puis il me regarde et dit, waouh, je n'y avais jamais pensé. Et l'intelligence, c'est différent. Elle peut en faire remplacer un pilote parce qu'elle est plus sûre. Donc, des emplois que nous n'aurions jamais pensés pouvoir être remplacés vont l'être. Donc, recruter sera très, très facile à l'avenir, si vous pouvez apporter de la qualité. Et un message sensé dans ce que vous faites avec un produit dont les gens ont vraiment besoin. j'adore ça. Le besoin est immense et l'opportunité l'est tout autant. Et je pense que pour nous, dans la vente directe, il nous suffit de prendre pleinement notre place dans ce nouveau monde relationnel et personnalisé. Or, Jean, merci beaucoup. Veuillez transmettre nos salutations à votre cofondatrice et épouse ainsi qu'à toute l'équipe là-bas au siège de Zinzino. Et merci d'être un si bel exemple pour nous tous et de partager toutes ces perspectives incroyables. Merci. Merci de m'avoir invité.